En fait, ils pensent peut-être que le président Ibrahim Traoré a pris de l'argent et l'a distribué à toutes les diasporas africaines, en Europe, aux États-Unis, à travers l'Afrique, en France, etc. Ce n'est pas vrai. Il n'a donné de l'argent à personne. La mobilisation du 30 avril au Burkina Faso et hors du Burkina Faso est juste la preuve de la solidarité du peuple africain envers ce leader. L'Afrique a reconnu ce lien d'amour qui le lie à son peuple. Et l'Afrique l'a adopté. Donc il faut que vous voyez très bien que les décisions de prolongation des mandats des présidents Goïta. Le Congo ne tombera jamais. Merci d'être toujours présent dans votre chaîne KTJ News Monde. Très heureux pour nous de savoir que vous allez tellement bien. C'est votre frère Jacques Ankana. Mesdames et messieurs, j'ai suivi un élément très capital et très important. Ici, le professeur Franklin Nyamsa est en train de nous expliquer, entre guillemets, de mettre en lumière ce qui était dans les ténèbres. Qu'est-ce qui était dans les ténèbres? C'était les dires, le mensonge bien organisé de l'RLFI contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et cela n'avait pas du tout donné de la joie au professeur Nyamsa, dont il va nous expliquer, nous éclairer certaines choses au travers de cet élément dont j'ai choisi de balayer pour vous. Et cet élément, mesdames et messieurs, cache plusieurs vérités à l'intérieur. Et nous avons remarqué le média occidentaux, d'accord, le média des impérialistes veulent toujours nuire l'image d'Ibrahim Traoré. Et au travers de cette vidéo, l'un des Africains, l'un des fils des plus grandes personnes ici en Afrique concernant les Kamites, concernant le panafricanisme, il sera le panafricaniste qui serait en train de nous expliquer en long et en large plusieurs vérités concernant le mensonge des RLFI. Ici, nous brisons les silences et nous vous informons toujours concernant ce qui est véridique. D'accord? Je vous laisse à suivre cet élément et je vais vous retrouver à la fin pour faire quelques commentaires ensemble avec vous. C'est parti. En disant que Ibrahim Traoré vient de faire une immense opération d'influence planétaire. Opération d'influence. Mais ils n'ont rien compris. En fait, ils pensent peut-être que le président Ibrahim Traoré a pris de l'argent et l'a distribué à toutes les diasporas africaines, en Europe, aux États-Unis, à travers l'Afrique, en France, etc. Ce n'est pas vrai. Il n'a donné de l'argent à personne. La mobilisation du 30 avril au Burkina Faso et hors du Burkina Faso est juste la preuve de la solidarité du peuple africain envers ce leader. C'est l'amour que Traoré nous donne en tant qu'Africains que nous lui avons rendu un temps soit peu, le 30 avril. Et c'est là que vous vérifiez ce qu'on appelle le critère de solidarité. Est-ce que les gens l'aiment? Aujourd'hui, RFI dit, en effet, c'est une immense opération d'influence. C'est-à-dire qu'ils veulent dire que Traoré a manipulé le monde entier pour que le monde entier le soutienne. Bon, rien qu'accuser Traoré d'une opération d'influence planétaire, c'est déjà reconnaître, mensongèrement certes, que Traoré est un leader qui est aimé, apprécié et salué dans son pays et hors de son pays, comme pas beaucoup de leaders avant lui. Avant Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, le leader qui a bénéficié de la même aura s'appelle incontestablement Thomas Isidore Noël Sankara. Personne avant Ibrahim Traoré n'avait bénéficié d'une telle aura. Personne avant Sankara n'avait bénéficié d'une telle aura planétaire. Sankara est le plus célèbre des chefs d'État burkinabés. Et dans l'ordre de célébrité, on doit reconnaître que le second plus célèbre en termes de popularité internationale, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a aucun doute. Sans une longue durée de pouvoir d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre, ils battent des records de popularité difficilement égalés par leurs homologues, dans le pays comme hors du pays. Donc regardez le plébiscite national. Regardez comment les Burkinabés sortent comme un seul homme quand ils apprennent que quelqu'un veut frôler un cheveu de leur leader. Vous avez la preuve de la solidarité. Regardez la mobilisation du peuple burkinabé dans les volontaires de la patrie pour compléter les forces militaires. Voilà les preuves de la solidarité. Regardez comment le peuple burkinabé aime ce monsieur et comment ce monsieur aime son pays. Bon, venons donc au Niger. Mais
la solidarité du peuple nigérien envers le président Tchiani. On l'a vu quand il a fallu déloger les troupes françaises et américaines du sol nigérien. Tout le monde a vu le peuple nigérien dehors, oui ou non? Vous voulez quel test de solidarité et de soutien entre un peuple et son dirigeant? Ils ne sont pas sortis parce que le président Tchiani aurait envoyé de l'argent. Ça ne se passe pas comme au Cameroun, là où Biya fait donner des paquets de billets de 2000, avec des canettes de Fanta ou de bière et des morceaux de chiffon, comme le dirait le président Bédié, à ses militants pour que ceux-ci l'applaudissent. Le président Tchiani n'a pas envoyé de l'argent à quelqu'un pour sortir et se mobiliser comme un seul homme, à ses côtés, et bouter hors du sol nigérien, au nom de la devise, la Boussanino Zanchan Kassani. Il n'a pas eu besoin. Le soutien vient à lui. Le soutien vient à lui. L'Afrique a reconnu ce lien d'amour qui le lie à son peuple. Et l'Afrique l'a adopté. Donc il faut que vous voyez très bien que les décisions de prolongation des mandats des présidents Goïta, Traoré et Tchiani sont des décisions qui sont frappées du sceau de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains. Ce sont des décisions qui sont frappées du sceau de la Mahat. Écrivez ça. Tilana Yomi. C'est la Mahat. C'est notre norme politico-éthique, sociale, fondamentale qui dit que lorsqu'on a des dirigeants de cette qualité, on leur renouvelle sa confiance. Lorsqu'on a des dirigeants véridiques, des dirigeants justes et des dirigeants solidaires, on leur renouvelle notre confiance. Parce que qu'est-ce qu'on cherche chez un dirigeant? C'est qu'il soit véridique, c'est qu'il soit juste et qu'il soit le défenseur de nos intérêts. N'est-ce pas? Mais quand vous avez ces dirigeants-là, pourquoi vous allez vouloir les changer? Vous souhaitez qu'ils aient longue vie pour rendre le plus beau service à leur peuple et qu'ils aient le temps d'inspirer des dirigeants qui vont poursuivre leur œuvre. Oui ou non? Donc en Afrique, là, dès lors qu'on a un dirigeant qui agit de façon juste, avec ses compagnons, qui agit de façon véridique et qui est solidaire de son peuple, mais il obtient le satisfecit populaire. Et l'élection, dans la tradition africaine, dans la tradition politique africaine, l'élection n'a pas toujours été le mode fondamental de désignation des dirigeants. Quel a été le mode fondamental de désignation des dirigeants? C'est la palabre et le consensus des différentes représentations des corporations de la société. On discute, on cherche un point central, on cherche un consensus, on discute dans le cadre de la palabre africaine, dans le cadre circulaire de la palabre africaine, on discute dans le cadre de l'assise nationale, on discute un peu comme une grande famille qui s'assoit autour de son chef, et on cherche la solution la plus juste pour tous les lignages, pour tous les clans, pour toutes les corporations. Et c'est cette solution qui est suivie. Mais c'est la solution justement de l'arbre à palabre. C'est la solution du consensus. C'est la solution du compromis qui a été choisi au Mali avec le CNT, qui a été choisi au Burkina, grâce au MPSR2, qui a été choisi par le CNSP, justement au Niger, et qui a été appliqué. Les représentants des forces vives les plus essentielles de chacun de ces pays-là ont participé à la discussion sur la solution idoine à adopter afin de préserver les acquis récemment conquis par la révolution. Donc, quel autre critère voulez-vous pour juger des décisions burkinabées, des décisions maliennes, des décisions nigériennes, si ce ne sont les critères des civilisations sahéliennes, des civilisations africaines que je viens d'évoquer? La vérité, la justice et la solidarité. Bon, maintenant j'en viens à quelque chose qui peut paraître comme un piège, qui nous est tendu à nous tous. Nous nous battons contre des présidents à vie. Ouattara Draman en Côte d'Ivoire, Sassou Nguesso au Congo. On voit bien que les forts Nyassimbe, même Mahamat Idriss Déby Itno, ils se conçoivent dans leur tête comme des présidents à vie. Paul Biya, Oligui Nguema qui vient même d'arriver à la tête du Gabon, dans sa tête il est président à vie. Alors on pourrait nous faire l'objection suivante. Mais si vous pensez que les présidents Goïta, Tchiani,
et Traoré peuvent bénéficier de prolongement de leur mandat autant de fois que nécessaire du point de vue de leur peuple. Mais pourquoi vous battez-vous pour qu'il y ait alternance alors en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous battez-vous pour qu'il y ait alternance au Cameroun? Pourquoi vous battez-vous pour qu'il y ait alternance au Tchad, qu'il y ait alternance, je ne sais pas, en Guinée équatoriale ou au Congo-Brazzaville? Pourquoi vous battez-vous? Voici la réponse, écoutez bien. Nous nous battons pour qu'il y ait alternance dans ce pays parce que les dirigeants de ces pays sont des dirigeants anti-africains. Pourquoi? Ils ont une politique de mensonge, ils mentent sur la situation réelle de leur peuple. Deuxièmement, ils ont une politique injuste. Ils ont commis et continuent à commettre des injustices flagrantes. Les dictateurs du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Congo, commettent encore, au moment où je parle, des injustices d'une telle flagrance qu'on ne peut pas imaginer que ces gens-là doivent se reproduire à la tête de ces États. Donc, ils sont injustes. Et puis, troisième élément, ce sont des gens qui ont un mépris de la souffrance de leur peuple. Ils ne sont pas solidaires de leur peuple. Donc, s'il y a une aspiration à l'alternance politique au Cameroun, elle est légitime. Alors qu'une aspiration à l'alternance politique au Mali, elle n'est pas légitime puisque le gouvernement malien pratique une politique de vérité, de justice et de solidarité envers son peuple. Le gouvernement malien ne reçoit d'ordre nulle part. Contrairement à ce qu'on a voulu mettre dans la littérature, là, Poutine ne donne pas des ordres à Assimi Goïta. Il ne donne pas des ordres à Abdourahmane Tiani. Il ne donne pas des ordres à Ibrahim Traoré. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça. Souvenez-vous de l'état dans lequel ces pays étaient quand ils étaient sous l'occupation des troupes néocolonialistes françaises, américaines, occidentales. Souvenez-vous, c'est à peine il y a 10 ans. Mais quand vous allez aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger, mais vous n'êtes pas confronté à l'omniprésence de troupes étrangères. C'est-à-dire que même la présence russe, qui est une présence dans le cadre d'une alliance de défense mutuelle, ce n'est pas une présence invasive, intrusive. Je vous dis qu'il fut un temps à Bamako, on ne pouvait même plus plonger dans une piscine. Il fut un temps où vous allez à l'hôtel à Bamako, mais les soldats là, les soldats expatriés là, ils remplissent les piscines à partir de 8 h du matin. Les gens du pays ne peuvent même pas nager quelque part, ils sont dans la piscine tout le temps. Ils sont en train de se pavaner là, on ne peut pas avoir de vie là quoi. Ils disent qu'ils sont venus combattre le terrorisme, on les voit tout le temps seulement en train de nager dans l'eau bleue à Bamako. Si vous allez dans ces pays-là, vraiment, on respire, ça va quoi. On ne tombe pas systématiquement sur un bidas occidental à tous les coins de rue, c'est fini. Donc comment voulez-vous que des présidents qui mènent une telle politique soient comparés à des présidents comme Alassane Dramane Ouattara qui sont en train d'organiser la recolonisation militaire de la Côte d'Ivoire, comme Patrice Talon qui est en train d'organiser la recolonisation militaire du Bénin, Tinubu, la recolonisation militaire du Nigeria. Comment on peut les comparer à Biya là, qui continue de faire du Cameroun le marchepied des troupes françaises et des troupes américaines? Comment on peut les comparer à Obiangema? Comment on peut les comparer à Sassou au regard de leur attitude extrêmement malléable envers la domination militaire étrangère? Comment on peut les comparer même à Tshisekedi? Donc nous avons raison de vouloir l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Nous avons raison de vouloir l'alternance politique au Cameroun, au Gabon, au Congo. On a raison. Au Togo, on a raison. Au Bénin, on a raison. Au Nigeria, on a raison. Parce que ça ne va pas. Ce sont des pays où le mensonge domine. L'injustice domine. L'absence de solidarité domine. Voilà pourquoi nous voulons que la Maat règne partout sur la terre d'Afrique. Donc il ne faut pas confondre les régimes révolutionnaires, progressistes, populaires, panafricanistes, comme ceux du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et les régimes néocolonisés, des régimes de valets, de vassaux, qu'ils soient militaires ou pas. Il ne faut pas confondre, eh bien, les enfants du bon Dieu et les canards sauvages. Donc, lorsque nous disons que les décisions des assises maliennes, burkinabè et nigériennes sont légitimes, nous ne voulons pas par là dire
qu'il serait normal qu'un individu confisque le pouvoir d'État à vie. Non! Nous disons que les décisions qui ont été prises par les assises de ces trois pays sont basées sur la vérité, sur la justice et sur la solidarité. Ce sont les meilleures décisions qu'elles puissent prendre dans la situation historique qui est la leur. Et nous avons donc argumenté en faveur. Ils ont des dirigeants qui mènent un combat sur la base de la vérité, qui ne leur mentent pas. Ils ont des dirigeants qui essayent de partager le plus justement possible ce que le pays gagne. Ils ont des dirigeants qui essayent de sortir de la misère les plus faibles des membres de leur population. Des dirigeants dont le destin est lié à leur peuple. Non pas à des comptes qu'ils ont en Europe, en Suisse, je ne sais pas, dans les paradis fiscaux. Des dirigeants dont tout le destin est lié au peuple africain. Pourquoi voulez-vous qu'on compare le sacerdoce de ces hommes, de ces femmes exceptionnelles qui dirigent aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec le boulot congru des dictateurs de la France-Afrique, qui sont des valets de l'impérialisme, du néocolonialisme, des despotes invétérés, incurables, dont toute la politique est une politique de sadisme, de haine, de cynisme envers leur peuple. Comment voulez-vous comparer ceux qui servent leur peuple alors à ceux qui se servent de leur peuple? Oui! Donc, je reprends la question que j'ai posée quand je commençais cette conférence. La question était la suivante. Peut-on considérer la prolongation des mandats des présidents militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger comme une atteinte à la souveraineté de leur peuple? Réponse non. Au contraire, cette prolongation participe du renforcement de cette souveraineté. Voilà la réponse. Mais j'ajoute quelque chose de très important à mon avis. Une des leçons qu'on doit tirer, c'est que comme l'Afrique est menacée en permanence de prédation et de guerre, le service militaire civique doit être dans toute la mesure du possible étendu à toute la population. Moi, je suis pour l'idée que tous les enfants d'une génération bénéficient d'une formation sécuritaire et militaire. Comme ça, quand il y en a un qui est président par la volonté du peuple, on ne dira pas que ce sont les militaires qui ont confisqué le pouvoir. Il faut que tous les citoyens africains, des générations qui vont naître là, reçoivent une formation militaire. Comme ça, quand il y en a un qui exerce le pouvoir, on ne le regarde plus comme quelqu'un qui a pris le pouvoir pour les militaires. Parce que il faudrait que tout citoyen, toute citoyenne ait une formation militaire. Parce qu'en fait, on veut nous amener dans un débat qui consiste à dire que bon, les militaires ne sont pas aptes à exercer le pouvoir politique. C'est faux. Un militaire peut bien exercer le pouvoir politique comme un civil peut bien l'exercer. Il n'y a pas de handicap à l'exercice du pouvoir politique en raison de la condition de militaire. Ce n'est pas vrai. Et il faudra à nouveau étudier la question du rapport entre l'armée et le peuple. Nous devons, nous, Africains, repartir vers le concept de l'armée populaire. Moi, je suis contre l'idée même de séparer l'armée du peuple. C'est une mauvaise idée. Il faut que le peuple tout entier constitue d'abord l'armée populaire. Et qu'à l'intérieur, bien sûr, de cette armée populaire, il y ait des corps spécialisés, je le comprends. Mais si j'avais à concevoir la politique de défense de mon pays natal, le Cameroun, ce que je proposerais, sauf pour les individus qui refusent, je respecterai la clause de conscience. Je ne veux pas servir sous les armes. Je peux comprendre. Encore que, pour certaines fonctions, celui qui ne veut pas servir sous les armes ne peut pas accéder à ces fonctions. Il faudrait que on pose comme principe que tous les citoyens, toutes les citoyennes, reçoivent une formation militaire de base. Sauf s'il y a des obstacles liés à leur santé ou des cas de conscience exceptionnels. Ce qui va faire que, quand plus tard, les fonctions politiques sont attribuées à des individus, l'argument qui consiste à dire « Oh, c'est un militaire », que cet argument ne soit plus valable. Parce que tout le monde, là, en Afrique, comme nous sommes un continent menacé de prédation depuis 600 ans, tout le monde doit avoir une formation militaire. Tout le monde doit avoir une formation militaire. On doit vraiment appliquer le concept d'armée populaire, tel que déjà à l'époque d'ailleurs, les Lumumba, les Moulé, les Pierre, les Ruben Oumniobert, les Ernest Ouandié le pensaient.
ce concept tel qu'il est conçu, par exemple, à Cuba, encore aujourd'hui, et même, d'une certaine façon, même en Fédération de Russie, il y a encore cette dimension de l'armée de taille, l'armée populaire qui a la taille de la population en âge de combattre. Parce qu'il faut vraiment qu'on résolve ce problème-là. Nous sommes tous responsables de notre sécurité en Afrique. Il faut que les gens arrêtent de penser que certains sont faits pour risquer leur vie pour eux. Et par conséquent, une formation militaire complète d'une génération. C'est-à-dire que avant qu'une fille ou un garçon n'atteigne 25 ans en Afrique, il faut qu'il ait reçu sa formation commune de base. Qui plus est, ceux qui se prédisposent à être des fonctionnaires de l'État. Je salue le Mali qui a initié une politique de formation militaire obligatoire pour tous les fonctionnaires, tous les cadres de l'État malien. Ça n'a pas été facile, hein, la mise en place de cette formation. Parce qu'elle oblige quelqu'un qui a un doctorat à se retrouver en train de courir dans la troupe avec quelqu'un qui n'a même pas eu son diplôme d'études fondamentales. Ils apprennent à fraterniser par-delà les catégories sociales, les catégories professionnelles, les catégories économiques. C'est une vraie école d'unité nationale. La formation commune de base administrée à tous les membres d'une génération. Donc il faut, c'est vraiment ma recommandation finale, il faut donner une formation militaire générale au peuple africain. Afin d'en faire un peuple potentiellement en armes et facile à mobiliser. Si on a dû recourir aux volontaires de la patrie au Burkina, c'est parce qu'au Burkina, on avait renoncé au principe de l'armée populaire qui avait été pensé sous Sankara. Il faut restaurer le principe des armées populaires. Et ainsi, la fonction militaire ne sera plus regardée comme la fonction de l'autre. Nous, en Afrique, devons tous être les militaires de notre sécurité. À partir d'un certain âge, toute jeune fille, tout jeune garçon africain doit avoir reçu une formation militaire. C'est la leçon que le monde nous a apprise. C'est la leçon que ce monde-là nous a imposée, infligée. Nous devons tenir d'une main la truelle pour bâtir l'Afrique et de l'autre l'épée pour la défendre. Tout le monde doit tenir d'une main la truelle et de l'autre l'épée. Celui qui laisse tomber la truelle, ben, ne pourra pas transmettre une Afrique meilleure. Celui qui laisse tomber l'épée, eh bien, va s'exposer à ce que ce qu'il a construit soit détruit. Donc, il faut vraiment une politique de défense populaire. Et cette politique de défense populaire va permettre d'aplanir les soupçons de confiscation de pouvoir qui planent en permanence, même dans les pays en révolution populaire, entre la société civile et l'armée. Alors, dans cette analyse, je ne manquerai pas de souligner que toutes ces décisions ont été prises en situation exceptionnelle aussi. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont à la première ligne de la défense de l'Afrique noire. Ce sont des pays qui sont en fait la muraille subsaharienne. Ce sont ces pays-là qui sont vraiment le dernier rempart pour éviter la recolonisation de toute l'Afrique subsaharienne. Par conséquent, ce sont des pays dans lesquels des mesures exceptionnelles méritent d'être prises pour continuer à renforcer la sécurité, la souveraineté, la capacité à améliorer les conditions sociales et économiques des populations. Parce que le succès de la révolution sahélienne est l'une des conditions du salut de l'Afrique. Mes chers amis, telle est la démonstration que je voulais donner. Telle est la démonstration que je voulais donner. Et je crois que, à l'issue de celle-ci, vous êtes tous, du moins, suffisamment édifiés sur le fait que, la prolongation des mandats des présidents Goïta, Tiani et Traoré à la tête de leurs États est une décision logique. C'est une décision logique, c'est une décision cohérente, c'est une décision souhaitable. Parce que ce sont des présidents véridiques, des présidents justes et des présidents solidaires de leur peuple. Contrairement aux voyous, vassaux, vieux grigous de la France-Afrique, qui, eux, doivent dégager le plancher pour permettre à l'Afrique, de s'assumer. Ça étonne toujours. Nous sommes, l'ère dont nous sommes actuellement, je dirais, nous ne sommes pas au temps des mensonges, au temps de cacher la vérité.
Nous sommes au temps de montrer aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde, que ces gens ont vraiment passé leur temps à nous endormir au travers de leurs médias. Prenons TV5, prenons l'RFI, des fois aussi BBC comme ça. Il y a plusieurs chaînes comme ça, d'accord? Il y a des gens qui ont passé plusieurs temps comme ça dans l'inconscience. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de suivre ces médias occidentaux. Alors, le temps dont nous sommes maintenant, je dirais même aujourd'hui en Afrique, nous sommes en train de traverser un temps véridique. Le temps de l'éveil des consciences. Et nous sommes fatigués de suivre l'RFI. Et moi, je crois que d'ici peu de temps, les Africains conscients seront en train de boycotter, d'accord, l'RFI ici en Afrique. Et vous avez vu comment la manière dont l'RFI était en train de chercher comment détruire l'image d'Ibrahim Traoré. J'ai suivi même un élément ce matin dans le média. D'accord, le média des impérialistes était en train d'écrire les choses sur Ibrahim Traoré en disant qu'Ibrahim Traoré est en train d'assassiner les enfants. Ce sont des mythes. Ce sont des choses qui ne sont pas sérieuses. Et qu'est-ce que nous, le média africain, le média africain non corrompu, nous sommes en train de faire? Nous devons aussi mettre nos pierres, disposer nos armes, enfin de dire non, de barrer la route aux impérialistes avec leurs médias. Et nous sommes en train de mettre en garde toutes les chaînes, j'allais dire toutes les chaînes qui sont manipulées par les impérialistes. D'accord? Toutes les chaînes qui sont corrompues, qui travaillent pour l'intérêt de la France, qui travaillent pour l'intérêt des impérialistes. Nous sommes en train de vous mettre en garde. Parce qu'il y aura des campagnes comme ça qui vont commencer enfin de détruire vos médias. Et le vrai Africain, le vrai peuple africain sont en train de faire des grands travaux pour l'avancée de notre Afrique. Vous avez aimé l'élément, partagez l'élément, commentez. Ça sera l'une des meilleures des choses que vous allez faire. Mesdames et messieurs, cet élément vient de prendre fin maintenant et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.